dimanche à tous. Cette semaine, Paul Biya a annoncé la reprise du dialogue pour une décrispation de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une approche pacifique pour faire taire le crépitement des armes dans deux régions plongées dans l'incertitude depuis un peu plus de 3 ans. Cette nouvelle main tendue du chef de l'État, annoncée par Joseph John Gouté, le Premier ministre, en visite officielle de 4 jours à Bamenda, la capitale régionale du nord-ouest du Cameroun, peut-il augurer un retour définitif à la stabilité? Le sujet est inscrit en débat ce dimanche dans le cadre de cet amphithéâtre dominical. Politiquement incorrect. En deuxième dorsale de cette émission ce dimanche, nous questionnerons le rôle du politique en temps de crise. Et le dernier axe de cette émission ce dimanche serait la fameuse délégation de pouvoir qui suscite quelques débats et réactions au sein de l'opinion. D'ailleurs, quelques leaders politiques se sont exprimés sur le décret du président de la République, Paul Biya, signé le 5 février dernier, qui conférait à Ferdinand Ngongo quelques prérogatives, notamment une délégation permanente de signature entre suspicion de vacances. On reviendra donc sur la teneur de cette délégation de signature en dernière dorsale de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche. Cette émission admet, comme tous les dimanches, l'interactivité. Vos réactions seront donc recueillies uniquement par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Politiquement incorrect, un seul code de conduite. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Ils sont 3 des 5 invités conviés à cette émission ce dimanche qui nous ont rejoints. Je vais commencer par le docteur Jean Bouéné, qui est juriste. Merci d'être venu ce dimanche. Merci pour cette invitation. C'est tout moi qui tient à vous remercier. C'est vrai que vous avez beaucoup insisté. Moi aussi, j'avais un programme un peu chargé. Merci. Mais avant toute chose, avec votre permission, j'aimerais m'incliner devant la mémoire d'un grand monsieur, monsieur Belenga Ebouto Martin, décédé récemment. Au-delà de toutes les polémiques qu'on peut mettre à son passif ou bien à son actif, je tiens à m'incliner devant la mémoire de ce haut commis de l'État. Merci. Je voudrais dire bonjour et bon dimanche également à Jacques Maboula-Bouya, qui est le président de l'Alliance républicaine. Merci d'être venu ce dimanche. Merci infiniment. Je suis heureux et honoré par votre invitation. Je voudrais tout simplement dire aux Camerounais qui nous regardent que nous avons assez vécu un nombre d'expériences pour mûrir notre prise de décision en matière d'engagement politique. Et rappeler à tous ces hommes et femmes qui sont aujourd'hui des leaders politiques que le changement, il est lent, il prend du temps, mais il tient compte d'un contexte. Ce contexte doit être suffisamment pesé pour ne pas mener des âmes innocentes à faire face à l'expérience de la mort, à l'expérience de difficultés qui compromettent durablement la vie de la nation, parce qu'un véritable changement, il est porteur d'espoir, il est porteur de bien-être, il n'est pas mortifère. Maître Fidel Djoubissi, avocat au barreau du Cameroun, vous êtes là pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être venu ce dimanche. Bonjour et je salue tous les téléspectateurs de LTM. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau. Et je pense que nous aurons l'occasion d'échanger sur les questions qui nous préoccupent. Et pour cela nous permettra d'éclairer nos compatriotes et de les orienter par rapport aux défis qui nous attendent. Parce que nous sommes presque au tournant de l'histoire de notre pays et que nous devons amener le changement que les Camerounais souhaitent et que ce changement doit s'opérer dans la paix. C'est le slogan du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce que nous avons toujours prôné le changement dans la paix. Nous ne voulons pas de guerre, nous ne voulons pas de violence. Merci, Maître Fidel Djoubissi, votre principal contradicteur, mandaté par le professeur Boyomo du comité central, se fait désirer et attendre. Il s'agit de Samuel Motz, mais on va débuter
Les débats ce dimanche avec vous, sans doute, Dr Jean Bouémé, sur cette main tendue. Première réaction, il fallait absolument amorcer cette approche du président de la République. L'annonce a été faite par le Premier ministre cette semaine, qui parlait d'ouverture ou de relance d'un dialogue dans le cadre de cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Première réaction. En réalité, nous avons tous vu la descente de M. le ministre John Gouté, Premier ministre. Nous avons constaté qu'il a été accueilli par une foule de personnes en pleurs, notamment des femmes, ce qui démontre que la guerre n'est pas bien et qu'il n'y a jamais de guerre propre. Parce que lorsqu'on regarde, ce sont moins les protagonistes sur le terrain, c'est-à-dire que ce soit l'armée, que ce soit les insurgés qui meurent, mais ce sont davantage les civils. Donc moi je pense que cette main tendue est une très bonne chose. Il ne s'agit pas d'une ouverture à un dialogue. Il s'agit d'un appel réitéré à un dialogue qui existait déjà. Parce que lorsqu'aux premières heures de ce conflit, si je peux l'appeler ainsi, il y a eu des assises. Et notamment l'État a apporté des réponses concrètes à toutes les revendications corporatistes. Ça montrait qu'il y avait déjà une ouverture. Même si à présent on ne sait pas quel sera le schéma défini, est-ce qu'on va intégrer davantage tous les partis politiques pour qu'ils puissent aussi dire quelque chose. Rien n'a encore été défini comme un format de discussion. Mais pour moi, il ne s'agit pas d'une ouverture. Il s'agit d'un appel réitéré à une ouverture dialogue qui existait déjà. Très bien. Et elle arrive très bien avec vos permissions, puisque nous sommes à l'approche de la fête de l'unité. Donc ce n'est pas du tout un hasard. C'est juste pour inviter tous les Camerounais à comprendre que nous devons tous être unis, nous appartenons tous à un seul et même pays. Maître Philan Djoumbissi, le MRC, évidemment, en tout temps a souhaité cette ouverture ou alors cette relance d'un dialogue à la limite inclusif. Comment vous avez accueilli au sein de votre chapelle politique cette annonce faite par le Premier ministre Abba Menda? Nous dirions il a fallu du temps. Parce que depuis le début de cette crise en 2016, on a martelé qu'il fallait un dialogue inclusif. Et tout le monde a appelé à ce dialogue. Même les pays amis du Cameroun ont appelé au dialogue. Le secrétaire général de l'ONU a appelé au dialogue inclusif. Les pays amis, toute la communauté internationale a appelé au dialogue. La société civile camerounaise a appelé au dialogue. Bon, il a fallu 3 années pour que le président Biya pense que cet appel est fondé et que cet appel est raisonnable. Mais 3 années d'appel, il y a eu beaucoup de dégâts pour qu'on en arrive à ce niveau. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait tant de morts, tant de pertes sur le plan matériel, tant de pertes sur le plan économique, pour que M. Biya puisse comprendre que les Camerounais veulent dialoguer? C'est l'action que nous nous posons. Et qui sera responsable de tout ce que ces dégâts, de tous ces dégâts-là, de tout ce préjudice causé par l'entêtement du régime en place? Parce que ce régime, un jour, sera responsable de tout ce qu'il y a eu comme dégâts. Parce que vous avez vu des villages entiers qui ont été incendiés, des hôpitaux qui ont été incendiés, des écoles. Il y a des enfants qui ne fréquentent pas. Des milliers de déplacés à l'intérieur du pays et des milliers de réfugiés. Un jour, il faudrait que ceux qui nous gouvernent puissent répondre de tous ces dégâts-là. Sur cette question, je crois savoir qu'on a identifié au moins les responsabilités pour ce qui est des dégâts qui ont été causés dans les édifices publics. Jacques Maboula Bouya, sur cette question du dialogue, j'aimerais vraiment qu'on s'y attarde un tout petit peu. C'est un dialogue, le docteur Jean Bouémé le disait, une relance d'un dialogue finalement qui avait été amorcé lors des revendications d'autres corporatistes qui avaient trouvé des solutions de la part des pouvoirs publics du Cameroun. Mais comment amorcer ce dialogue pour un retour définitif à la paix dans ces régions? Là est ma question. Avant d'arriver à cette question, je voudrais apporter une lumière académique sur ce que vous appelez aujourd'hui la crise anglophone. Nous ne sommes plus en crise, nous sommes en guerre. En diplomatie et en stratégie, à partir du 1000e mort, on ne parle plus de crise, on parle de guerre. Il s'agit bel et bien ici de mettre un terme à une guerre qui a cours dans le Cameroun.
Ceci dit, le Cameroun est passé par l'expérience des échanges d'idées, des débats démocratiques et des volontés et aspirations au changement. Cette volonté et aspiration au changement suppose un minimum de niveau de responsabilité et de conscience de ce qu'on appelle l'État. Je crois que les leaders politiques aujourd'hui sous-estiment ce qu'on appelle l'État. Même quand vous êtes fâché contre la République, il y a un ensemble d'informations que vous devez disposer avant de challenger ou de faire le bras de fer avec l'État. Et je déplore l'irresponsabilité de certains leaders politiques qui ont poussé des âmes innocentes à défier l'appareil gouvernemental. Ceci dit, vous semblez faire allusion au MRC très précisément, qui fait partie aux leaders en général, politiques-là. Aux leaders en général, que ce soit les leaders anglophones qui appellent depuis les États-Unis à faire face à une armée régulière, que ce soit ceux qui appellent à des marches de résistance pacifique, parce que l'État, c'est un ensemble d'appareils. Et je ne suis pas sûr qu'à ce jour, nous avons suffisamment préparé les populations à endurer les épreuves relatives à la résistance. Raison pour laquelle la méthode la plus idoine, c'est l'alternance démocratique, et ça se prépare, ça prend du temps. Et tous ceux qui ont amené le peuple à entrer dans une forme de résistance prématurée, ça a toujours donné des séquelles. La preuve, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine, ni comment ça se termine. Aujourd'hui, nous avons pas mal de personnes qui payent le prix, soit de l'appel à la résistance anglophone, soit de l'appel à la résistance du MRC, mais dans tous les cas de figure, nous avons des Camerounais et des familles qui sont en sérieuse difficulté. Raison pour laquelle le leadership politique, c'est une responsabilité collégiale, c'est une responsabilité décisionnelle. Ceci dit, en ce qui concerne la crise anglophone, il était important que nous touchions le feu et que nous sentions que le feu brûle. Nous remercions déjà cet appel international, cette ouverture au dialogue, et nous souhaitons que toutes les parties prenantes au dialogue comprennent qu'il ne s'agit pas de leur survie politique, mais de la survie de la nation Cameroun. La nation Cameroun qui est toute une histoire, qui ne dépend pas seulement de quelques individus ou de quelques aspirations politiques, parce que cet héritage, nous devons le défendre tous ensemble. Et ceux qui ont amené le Cameroun à être un État uni et indivisible n'étaient pas des imbéciles. La preuve, ils nous ont épargné de nombreux morts. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'inverse en appelant les gens à la mort. Et il faut que cette guerre cesse, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en crise, mais nous sommes bel et bien en guerre au Cameroun. Docteur, sur cette question, je rappelle aux téléspectateurs que ce dimanche également, ils peuvent réagir uniquement par SMS. Cet appel au dialogue, tout à l'heure, le président Jacques Maboula Boya semblait indiquer que quelques formations politiques semblent avoir joué un rôle trouble sur la radicalisation observée sur le terrain, qui a pu déboucher sur ces affrontements avec ce millier de morts déjà enregistrés dans ces régions-là. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ces partis politiques ont pris pleinement la mesure de leur responsabilité dans la restauration de la stabilité dans ces régions? Moi, je pense à titre personnel que certains partis politiques ont voulu faire de la récupération et faire de la surenchère politique. Je vais prendre deux exemples très simples de deux pays qu'on aime souvent citer comme des exemples de démocratie. Il s'agit de la France et il s'agit de l'Espagne. Lorsqu'il y a eu par exemple ce qu'on appelait le séparatisme basque, ça a longtemps servi en France, sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy. Je n'ai jamais vu des opposants français, des opposants politiques français, se faire sur la vague du séparatisme corse, c'est-à-dire le séparatisme corse, pour demander la démission, par exemple, d'un président français, ou alors pour tenir un langage qui aurait été de nature à radicaliser les populations corses contre les pouvoirs publics, contre les forces de l'ordre françaises. À chaque fois, les opposants politiques français ont toujours pris position pour les pouvoirs publics. Ils ont toujours pris position pour l'armée, ils ont toujours pris position pour la police, pour la gendarmerie face à la lutte contre le séparatisme corse. Ça a été également la même chose en Espagne avec le séparatisme basque et l'ETA. Effectivement, au Cameroun, il y a des partis politiques qui ont voulu faire de la récupération et pour en faire une sorte de marchandage, une sorte de surenchère politique. Et ça, je pense que ça n'a pas été vraiment une bonne chose. Je
je ne pense pas qu'ils voulaient forcément utiliser ça pour, pour essayer de déstabiliser fondamentalement l'État, comme par exemple le feraient des leaders étrangers, n'est-ce pas, qui eux appellent à un véritable conflit armé. Mais je veux dire que cette sorte de réparation, ne serait-ce que politicienne, pas forcément vouloir créer davantage du remous sur le terrain, a quand même jeté ne serait-ce qu'un peu de l'huile sur le feu, puisque ça allait converger avec des propos déjà qu'on pourrait constater de la part de certains leaders amazoniens qui vivent à l'étranger et qui appellent à la continuation, n'est-ce pas, du conflit dans le Nozo. Moi, je pense que les leaders politiques, surtout de l'opposition, doivent faire preuve d'une certaine maturité. Il ne faut pas jeter les populations à la partie de la guerre. Parce qu'au final, ce sont ces populations qui vont toujours payer le prix fort sur le long terme. Nous sommes ici à Douala. Regardez par exemple la zone de Bonabéry. Il y a déjà plein d'anglophones qui viennent par là parce que ça ne va pas. Est-ce que lorsqu'ils rentreront, on ne sait quand, est-ce qu'ils vont encore trouver leur maison intacte, est-ce qu'ils vont encore trouver leur champ intact et autres, leur boutique? Rien n'est sûr. Donc, moi je pense que les deux politiques, notamment de l'opposition, devraient se mettre du côté, n'est-ce pas, de pouvoir public, ne serait-ce que pour que le conflit finisse, même si après on reprend maintenant nos conflits politiciens quotidiens. Là c'est autre chose, mais l'heure doit être pour ma part à l'apaisement. Maître Fidèle Djoumsi, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est illustré depuis pratiquement l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 par une série de manifestations dites en blanches avec justement en toile de fond l'une des revendications au sujet du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Vous qui en êtes cadre aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'État a décidé de relancer véritablement ce dialogue-là. Est-ce que le discours au sein de votre parti politique peut changer? Je voudrais réagir aux propos de 2 autres panélistes sur 2 points. Le premier point, c'est la question anglophone. Et le deuxième point, c'est la résistance, le plan de résistance que le mouvement pour la renaissance du Cameroun a mis en place. S'agissant de la question anglophone, il faut relever à l'attention des téléspectateurs que le mouvement pour la renaissance du Cameroun a toujours voulu contribuer à la résolution de cette question. En commençant par le projet de société du mouvement pour la renaissance. Lorsque nous créons ce parti en 2012, dans notre projet de société, nous avons adressé cette question, la question anglophone. Nous avons dit qu'il y a un problème anglophone qui se pose au Cameroun et qu'il faut régler. Et vous avez constaté au début de cette crise que beaucoup des membres du gouvernement ont nié l'existence de cette crise et qu'aujourd'hui, tous sont unanimes que cette crise existe. Et à chaque occasion, le président Maurice Kamto a eu toujours à proposer des solutions à la résolution de cette crise. Il me souvient que lors de l'une de ses sorties, c'était en Allemagne, à Berlin, où il a rencontré les Camerounais, où il a évoqué cette crise et il a dit, chaque fois, nous disons qu'il faut faire attention à la crise anglophone. Les anglophones disent qu'ils ont mal, il faut au moins les écouter. Est-ce que nous attendons qu'il y ait un mouvement sécessionniste structuré et violent pour qu'on puisse se pencher sur la question anglophone? Le professeur Maurice Kamto le disait, c'était en 2015, avant même que la crise anglophone. Mais est-ce que le MRC condamnait, Maître Fidèle Djoumsi, est-ce que le MRC, au-delà de tirer cette sonnette d'alarme, est-ce que le MRC a condamné les exactions? Vous qui êtes visiblement, j'imagine votre chapelle politique, je vous relance, maître. Votre chapelle politique est attachée à l'unité du Cameroun, il me semble. Très attaché même. Très bien. Est-ce que vous avez jusqu'ici, et c'est peut-être ça l'ambiguïté de votre posture, est-ce que le MRC à un moment donné a condamné les sécessionnistes qui en voulaient le mouvement pour la renaissance du Cameroun, au Cameroun? Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a toujours condamné les exactions, d'où qu'elles viennent, les exactions venant de l'armée, les exactions venant des insurgés. Et le professeur Maurice Kamto a toujours dit que, s'agissant de la question anglophone, lorsqu'on met de côté l'option de la sécession, l'option de la séparation, l'option du séparatisme, il n'y a plus de questions taboues. Vous convenez avec moi aujourd'hui
que le Premier ministre qui s'est rendu à Bamenda a dit qu'on discutera de tout, même du fédéralisme. Et ça a été toujours la position constante du professeur Maurice Kamto, qui a dit que lorsqu'on a évacué la question du séparatisme, la question de la sécession, on peut tout discuter. Et le professeur Maurice Kamto a toujours dit que nous ne pouvons pas nous être battus pour l'intégrité de ce pays. Quand on se rappelle de l'affaire Bakassi, où il a mouillé le maillot, où il a rappelé qu'il s'est battu, et même sans demander, contrairement à ce que certains laissent croire, qu'il s'est enrichi sur cette question, dans cette affaire, que ça a été un gros dossier, un dossier de sa vie. Non. Et il a rappelé que dans ce dossier Bakassi, il s'est engagé de façon patriotique et il n'a reçu en récompense que ce qu'on donne à un fonctionnaire qui est en mission. Donc il s'est battu pour récupérer cette partie du pays. Et il n'est pas d'accord qu'il y ait sécession. Il veut seulement qu'on règle le problème anglophone et que nos frères, nos compatriotes anglophones se sentent intégrés dans la nation. Lorsque j'ai fini sur la question anglophone, je vais enchaîner sur le plan de résistance qui est mis en place par le mouvement pour la résistance du Cameroun. Nous avons mis un plan de résistance en place parce que nous avons trouvé en face de nous un mur. Contrairement à ce que le maire veut laisser penser qu'on doit aller doucement. Non, on a trouvé un mur. Et je voudrais rappeler à l'attention de monsieur le maire que la dictature n'est pas une fatalité. On a vu ailleurs comment on a fait tomber les dictatures. Nous, même en Europe, nous avons connu la monarchie, les monarchies européennes, même en France. En 1789, le peuple français a décidé par la voie de la résistance de mettre fin à la dictature. Nous le voyons aussi en Afrique aujourd'hui. Nous avons vu ce qui s'est passé en Égypte, nous avons vu ce qui s'est passé en Tunisie, récemment en Algérie et au Soudan. Donc le peuple camerounais doit être debout pour mettre fin à cette dictature. Autrement dit, je voudrais vous relancer et peut-être Jacques Maboula va réagir sur votre posture. Vous en appelez à la paix, c'est finalement le slogan qui a été porté par votre candidat à l'élection présidentielle et vous avez d'ailleurs rappelé l'un des axes de son programme sur cette fameuse question. Jacques Maboula Bouéa, peut-on appeler véritablement à l'unité du Cameroun, non au morcellement du pays et oui à la fragilité des institutions dans un pays démocratique? Parce que c'est un peu ça le débat, finalement, que veut susciter Maître Fidèle Djoumessi. On est dans un pays démocratique, il y a des élections qui sont régulièrement organisées et les résultats peuvent être contestés. Il y a des voies de recours. Le MRC, barré de juristes, sait également qu'il peut saisir les juridictions compétentes lorsqu'une manifestation, par exemple, est interdite. Je voudrais vous rappeler également... Est-ce que c'est un discours à double tranchant? C'est la démagogie. C'est de la démagogie. Pourquoi? Je voudrais vous rappeler que dans le cas de l'élection présidentielle, j'ai soutenu le bâtonnier à Kérémouna, puis ensuite on a soutenu le président Maurice Kamto. Et quand vous êtes dans une coalition, la première des choses, c'est de prendre des décisions collégiales, de peser le pour et le contre des choses, d'arrêter de méthodes stratégiques efficaces. Mais à notre grande surprise, le MRC a fait des prises de décision unilatérales qui étaient très difficiles à assumer socio-économiquement et politiquement. D'où ma désolidarisation de cette démarche. Vous ne pouvez pas appeler au changement pacifique et défier les institutions de la République. L'engagement politique est une lourde responsabilité, je l'ai dit d'entrée de jeu, qui suppose peser les actions et les réactions au sein d'un système politique et de voir si on en est capable d'assumer les responsabilités qui découleront. Et moi, en tant qu'homme politique, j'avais dit, je me désolidariserai, je l'ai dit à Kérémouna, cette méthode, pour moi, me paraît suicidaire et insurrectionnelle parce que le peuple camerounais n'est pas au même diapason de ceux qui ont pris cette décision-là. Et quand je pense à tous ces femmes, ces hommes qui nourrissent leur famille avec ce qu'ils ont gagné la veille, ça commencera quand, ça se terminera quand, et comment les institutions en sortiront. On ne peut pas pousser le bouchon juste par obsession de gloire. Le leadership politique, c'est une adrénaline qui monte, qui vous pousse, fait pousser des ailes. Parce que quand vous voyez la foule, c'est comme un alcool qui enivre, qui vous fait penser que vous êtes le Messie. Mais il n'y a aucun homme politique qui est Messie. Personne n'est Messie. Nous sommes tous des acteurs du changement. Et quand on est acteur du changement, on prend le temps de préparer le peuple au changement.
Et cela suppose un facteur déterminant qui s'appelle le temps. Le temps est une donnée importante pour amener le peuple à s'approprier son destin. Et c'est dans ce sens-là que je me suis désolidarisé de cette méthode qui allait mettre au carreau de nombreuses familles. La preuve, pour ceux qui ont suivi ce mouvement aujourd'hui, je ne peux pas vous dire dans quel état leur famille se trouve. Parce que quand vous êtes déjà derrière les barreaux, Dieu seul sait ce qui arrive à vos enfants, à vos femmes, etc. Et pour moi, je dis, il faut savoir peser les décisions avant de les prendre. Et le MRC a un double langage. Le MRC a un langage insurrectionnel. Et moi, je suis contre la méthode insurrectionnelle. L'Alliance républicaine, c'est une révolution socio-économique et politique qui vise à faire des Camerounais les maîtres de leur destin dans la liberté, la dignité et surtout le patriotisme. Et je ne voudrais voir aucune famille être au bas de l'échelle parce qu'il y aura une prise de décision sociopolitique erronée. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez bien que, ayant pris conscience du danger de la démarche résistance marche blanche, les marches du MRC n'ont plus lieu parce qu'elles ont conscience qu'au regard des lois, ce n'est pas des méthodes appropriées au changement dans notre pays. Et si vous condamnez les sécessionnistes dans leur démarche, vous devez aussi condamner la résistance blanche. Parce que c'est la même méthode. Elle a commencé, la crise anglophone a commencé exactement comme la résistance blanche. La marche blanche autant pour moi. Et ensuite, il y a eu des dérives. Ensuite, il y a eu des maîtres qui ont pris des balles. Ensuite, il y a eu des gentlemen qui sont tombés. Imaginez un instant qu'il y eut réaction de quelqu'un dans la foule. Et que l'embrasement eut lieu. Où serions-nous à ce jour? Dans un contexte où on sait déjà que de nombreuses localités n'ont pas de ressources pour se donner de l'eau à boire, des routes, etc. De nombreux projets sont en stand-by. Je dis, en tant que leader politique, c'est irresponsable. Et cette irresponsabilité doit être condamnée. Qu'on soit opposant ou du gouvernement, ça doit être condamné avec la dernière énergie parce que, pour moi, le changement, c'est une préparation sérieuse. C'est une dynamique collective, mais aussi une responsabilité collective. À ce sens, le MRC a été irresponsable. Je voudrais, Dr Jean Brimé, que l'on sorte de ce sujet avec peut-être quelques propositions pour que ce dialogue en vue du retour à la normale dans ces régions se tienne. Alors, quelles peuvent être les pistes de solutions pour ce dialogue annoncé par les pouvoirs publics? Bon, déjà, je pense que le format même de ce dialogue n'est pas encore défini. Le Premier ministre a se parler. Il a dit maintenant il faut maintenant définir le dialogue. Bon, qu'est-ce qu'on a donc dans ce dialogue? Moi, je pense qu'il y a déjà des outils qu'on a déjà constatés. Par exemple, l'amnistie pour ceux qui vont déposer les armes avec une possibilité de rétroactivité qu'on ne vienne pas le dire après que vous, là, qui avez déposé les armes il y a 5 ans, passez maintenant à là-bas. Il y a des plans d'urgence qu'on peut relancer de ce côté-là, un peu comme on a fait au niveau de l'extrême nord. Mais ce que je ne voudrais pas retrouver dans ce format-là, c'est deux choses. Premièrement, il faut que le président parte, comme ça la crise va s'arrêter. On a vu des schémas pareils au Nigeria. On a dit que si Goodluck Jonathan s'en va, la crise du programme va s'arrêter. Il est parti, la crise continue. On a vu ça avec le prédécesseur du président du Mali. On a dit que s'il s'en va, la crise au Nord-Mali va s'arrêter. Ça continue toujours. On a vu ça avec l'Algérie. Vous savez qu'il y a un conflit gelé en Kabylie. Bouteflika est parti, mais ça continue. On a dit au Congo démocratique que si Kabila s'en va, l'Est, la paix va revenir. Kabila s'en est allé, mais l'Est du Congo est toujours effervescent. Donc déjà ça ne peut pas déjà être une solution. Maintenant, je ne veux pas d'une solution déjà qu'on peut négocier dans un autre État, comme par exemple le cas du Mali qui actuellement se négocie à Alger, ou bien le cas de la Côte d'Ivoire qu'on est parti négocier ailleurs. Parce que dans tous ces pays-là dont il est question, on s'est rendu compte que l'État ne contrôlait plus certains pans de sa population, c'est-à-dire qui appartiennent à des groupes insurgés. Le Cameroun contrôle la totalité de son territoire, sauf qu'il y a des zones de troubles. Mais le Cameroun n'a perdu aucune parcelle de son territoire, donc il n'y a aucune raison d'internationaliser ou bien de délocaliser le débat pour la paix dans un pays étranger. Et je pense même que
La présidente aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, qui était au Cameroun, il faut bien rappeler à ceux qui nous écoutent qu'elle était 2 fois présidente au Chili. Présidente, elle est partie encore présidente. Donc elle sait très bien, puisque l'Amérique latine a été en proie, vous vous rappelez, à des conflits, à des rébellions à n'en plus finir. Donc elle sait très bien, c'est la raison pour laquelle elle a pris soin, lorsqu'elle est arrivée, cela de ne pas parler de l'internalisation, c'est-à-dire que de la délocalisation du dialogue ailleurs. Elle a parlé d'un problème interne qu'il faut résoudre de manière interne, mais je pense qu'il faut davantage impliquer aussi les autres partis politiques d'opposition qui veulent, pour qu'on prenne aussi en compte ce qu'ils ont à dire, ne serait-ce qu'en termes de propositions. Maître Fidèle Djoumbissi, question très précise, j'espère avoir une réponse très précise. Le MRC a souhaité le dialogue. Ce dialogue est annoncé par les pouvoirs publics. On parlera peut-être des contours de ce dialogue ou des souhaits formulés par les formations politiques. Mais est-ce que cette annonce peut amener le MRC à demander aux sécessionnistes, comme c'est le cas, de déposer les armes? Est-ce que vous leur demandez de déposer les armes ou de poursuivre la résistance pour la partition du Cameroun? Avant de répondre à cette question, je voudrais faire une mise au point par rapport aux propos de M. le maire. Et je note que M. le maire a cet art de maîtriser l'art de retournement de veste et qui change de camp à tout moment. Il me souvient que lors des dernières sénatoriales, il a fait voter ses conseillers pour le RDPC. Et après, il s'est retrouvé avec le bâtonnier Akelemuna dans le mouvement Nao. Le mouvement Nao qui finalement s'est retrouvé dans la coalition du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et aujourd'hui, je constate que il est avec le RDPC. Donc, je voudrais rappeler que dans un système, lorsqu'on a des lois qu'on ne respecte pas, ou des lois qui sont iniques, le peuple a le droit de reprendre sa souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Et c'est ça le fondement de la résistance. Que l'on ne trompe pas le peuple. C'est le peuple qui a le dernier mot. Et c'est pour ça que le mouvement pour la renaissance du Cameroun a mis en place le plan de résistance, les marches blanches, les marches pacifiques. Ce n'est pas des marches, ce n'est pas de la violence, contrairement à ce que les gens laissent entendre. Le 26 janvier dernier, lorsque le mouvement pour la renaissance du Cameroun a lancé les marches, c'est le pouvoir en place par l'armée qui a tiré sur les manifestants. Des manifestations? L'usage disproportionné de la force. Non, ne tirons pas les conséquences. Commençons peut-être par analyser la posture de votre parti politique. Oui, est-ce que le MRC, sur cette question, maître, est-ce que vous êtes un parti républicain? Nous sommes un parti républicain. Ça veut dire que vous respectez au moins les institutions, c'est cela? Les institutions... C'est ce qu'on peut comprendre par parti républicain? Nous respectons les lois et les institutions. Les marches blanches et les hommes de janvier avaient été interdites ou pas, maître Djoumbissi? Est-ce que c'était les marches interdites? Est-ce qu'un parti républicain doit braver l'autorité de l'État? Il n'y avait pas d'interdiction, puisque l'interdiction n'est pas fondée. Une interdiction qui n'est pas fondée sur la loi est illégitime et illégale. Parce que la loi de 1990 n'a pas prévu d'interdiction. Et la Constitution n'a pas prévu d'interdiction pour ce qui est de la manifestation publique. Donc vous avez pris l'option de la manifestation nous avons déclaré, alors que vous aviez des voies de recours comme la Chambre administrative. Nous avons déclaré. Bon, constater l'illégitimité. S'il fallait seulement saisir les juridictions, on a le dernier cas en date pour le 13 avril où nous avons voulu faire une manifestation et que le ministre de l'administration territoriale, qui n'a pas compétence, qui a pris une décision d'annuler, alors que la compétence revient au sous-préfet. Et nous avons saisi les juridictions compétentes. Nous avons saisi le tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé, le tribunal de grande instance du Vouri à Douala. Et ces juridictions ont déclaré notre action, ont rejeté notre action. Ça veut dire, lorsque vous avez un système avec une justice qui est au solde de ceux qui tiennent le pouvoir, une justice aux ordres, est-ce qu'on peut encore parler d'institutions qu'on doit continuer à accepter?
Très bien. Non, c'est pour ça que nous faisons. Vous réagissez à cet débat. Nous dénonçons le hold-up. Le hold-up électoral. Ce hold-up est en train de se perpétuer parce que on ira prochainement aux élections législatives et municipales et il prépare le hold-up. Restons dans le cadre du débat, maître Fidèle Djoumbessi. Ma question, restons vraiment dans le cadre du débat. Ma question, elle est simple. Oui. Le MRC a souhaité l'ouverture d'un dialogue. Ce dialogue a été amorcé, relancé. En tout cas, il a été annoncé par le Premier ministre du gouvernement. Question simple et élémentaire. Vous, est-ce qu'au sein du MRC, vous appelez les sécessionnistes à déposer les armes? Nous avons toujours condamné la violence. Nous avons toujours condamné les exactions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous avons toujours dit que nous ne sommes pas pour l'option sécessionniste. Nous sommes pour l'option de l'État du Cameroun dans son intégrité territoriale telle qu'il est défini à l'heure actuelle. Que ce soit le débat se pose sur la forme de l'État. C'est ça la question. C'est la forme de l'État. C'est-à-dire État unitaire décentralisé ou régionalisé ou État fédéral. C'est ça la question. Donc lorsqu'on a évacué, nous ne pouvons pas évacuer la question, l'option de sécession et de séparatisme et dire que nous soutenons les sécessionnistes. Donc nous sommes... Vous pouvez réagir. Hein? Oui, ce qui m'amuse le plus, c'est que Maître dit le MRC est un parti républicain. Et je voudrais dire aux jeunes qui nous regardent, parce que l'Alliance républicaine a pour but de former aussi la jeunesse à la politique, vous ne pouvez pas être républicain et appeler au hold-up et dire que le président en exercice n'est pas le président légitime. Pourtant, il a été validé par une cour constitutionnelle. Et dire que Maurice Kamto est le président élu sans fondement des procès-verbaux liés à cette élection. Vous ne pouvez pas appeler au dialogue avec un président que vous dites n'avoir pas été élu. Ça veut dire que votre parti n'est pas un parti républicain. Et à ce titre, vous défiez les institutions de la République. Et vous appelez le peuple à un soulèvement contre l'élu du peuple. Qu'on le veuille ou non. Preuve à l'appui, je ne pense pas que le MRC soit le gagnant de cette élection présidentielle pour avoir été dans cette coalition. Nous n'avons pas eu tous les procès-verbaux. Et aujourd'hui, cette démarche me semble être juste de la pure démagogie. Il a beau dire qu'on change de veste, mais je peux lui dire une chose, la vérité, elle est une. Et aujourd'hui, il faudrait que le MRC mette un terme à cette cabale socio-politico-mafieuse qui vise une seule chose, à semer la confusion dans ce pays. Et je pense que on est parti politique, on se construit dans le temps et on doit appeler le peuple à faire son travail qui est d'abord s'inscrire sur des listes électorales et ensuite se donner la capacité politique, sa capacité politique, je peux le dire et il ne va pas le nier, en tant qu'acteur de la coalition, nous n'avions pas les scrutateurs partout. Donc, aujourd'hui, il faudrait simplement que le MRC redevienne un parti républicain parce qu'à ce jour, le MRC est dans une défiance des institutions. Ce n'est pas au nom des Camerounais qui le font, mais c'est par l'obsession de gloire et l'impatience de la prise du pouvoir. André Luther Meka, bon dimanche, merci finalement d'être venu. C'est vrai que Samuel Motte était attendu. Merci d'avoir appliqué pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais la réalisation prière de faire quelques modifications au niveau du CNT et de bien vouloir afficher évidemment le code d'accès par SMS. Luther Meka, c'est un dialogue, du moins dans les fondements politiques qui étaient attendus. Le Premier ministre semble avoir fait cette annonce et certains estiment que c'est une solution véritable vers le retour à la normale dans ces régions-là. Les débats d'ordre politique peuvent être ouverts. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle du président de la République au sujet de ce dialogue qui pourrait être inclusif? Disons que je vous remercie de cette invitation et je salue tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Je voudrais d'abord essayer, n'est-ce pas, d'élever un quiproquo. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, du MRC. Ce n'est pas le MRC qui a demandé au dialogue. Ce sont les Camerounais qui ont demandé au dialogue. Et le président Paul Biya, dans tous ses discours, disait effectivement qu'il est prêt au dialogue et qu'il est prêt à accueillir toutes les bonnes volontés
qui vont contribuer au dialogue. Il était très restrictif sur un point, sur la modification de la forme de l'État, parce que la Constitution ne lui permet pas de pouvoir... Et il en est garant. Il en est garant. Donc, il ne s'agit pas... Je ne voudrais pas que le MRC s'arroge, n'est-ce pas, du problème du dialogue et de la préservation de la paix. Moi, je pense, en toute honnêteté, que le problème de l'élection a été résolu avec l'élection du président Paul Biya et avec la proclamation des résultats au Conseil constitutionnel. J'ai pris la peine d'enquêter dans certaines villes du Cameroun où le MRC n'était pas présent, où le MRC n'avait pas de scrutateurs et où les Camerounais s'insurgeaient du mépris que le MRC a eu à leur égard et qui ont sanctionné sévèrement le MRC en votant le RDPC. Je vous dis, et je le répète chaque fois que je passe ici, que même ici à Bonepoupa, Monsieur Kamto n'y était pas. Je ne parlerai pas de Yoko, je ne parlerai pas de Dimako, de plusieurs villes où il y avait effectivement que les élites du RDPC qui battaient campagne. Donc pour moi, il s'agit là d'une escroquerie politique du MRC qui voudrait s'arroger non seulement l'espace médiatique camerounais et qui voudrait, n'est-ce pas, entretenir la flamme de la présence virtuelle de son leader auprès des Camerounais. Je crois que c'est un viol psychologique des Camerounais et nous ne sommes pas contents de ce parti. Quand je dis nous, c'est la jeunesse camerounaise, parce que tous les jeunes aujourd'hui prennent ce parti avec beaucoup de méfiance, parce qu'il est clair que le MRC a reçu 5000 PV, alors que son voisin d'en face, un parti, a eu 13 000 PV. Allez voir pourquoi ils n'ont pas eu tous ces PV-là. Donc, moi, je suis venu parler de la préservation de la paix, qui est un élément essentiel du président Paul Biya. Et il faudrait toujours qu'à chaque fois que j'intervienne dans les radios et télévisions, que je démontre effectivement, avec toute la vérité nécessaire, que le gouvernement ne s'est jamais fermé au dialogue. Et il y a eu une commission qui était présidée par le directeur du cabinet du Premier ministre, qui a fait des séances d'échange sur le dialogue à Bamenda. Il y a eu le ministre Ngale à l'époque, ministre des enseignements secondaires, qui passait nuit et jour à Bamenda. Il y a eu une tournée du ministre d'État Laurent Esso dans la diaspora pour essayer d'échanger avec, n'est-ce pas, la diaspora anglophone par rapport aux problèmes anglophones. Il y a eu également des émissaires. Le ministre Gaga Amanadi a dit qu'il a été un émissaire. Monsieur Dampulo a été un émissaire. Il y a beaucoup de Camerounais qui se sont donnés en servitude volontaire pour pouvoir amorcer le dialogue. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe effectivement qu'il y a des enjeux géostratégiques de pétrole, des enjeux géostratégiques de ressources qui ont coincé tout à fait le dialogue. Mais je peux dire aujourd'hui, avec la lecture que j'ai de la dissolution, n'est-ce pas, du gouvernement de l'Ambazonie par M. Ayoub Tabé, avec les concertations qu'il y a eu à Yaoundé avec le haut commissaire des droits de l'homme à l'ONU, avec tous les leaders politiques, et effectivement avec le renouvellement du leadership à l'immeuble Étoile, avec un premier ministre qui est chef, qui est impliqué dans la gestion des communautés et qui est certainement adoubé par son peuple, on peut dire effectivement qu'il y a de bonnes raisons à ce qu'on puisse croire au dialogue. Mais je suis venu parler de la préservation de la paix parce que beaucoup des Camerounais ont pensé que moi j'ai été contre le dialogue. Je l'avais dit que pour qu'il y ait dialogue, il faut que le camp d'en face démontre, fasse des signes qu'ils sont effectivement prêts au dialogue. La dissolution du gouvernement par M. Ayoub Tabé est effectivement un signe. L'enlèvement, invitation de Ni John Fundi est évidemment un signe, parce que je ne suis pas sûr que ce qui a été dit là-bas nous a été délivré. Peut-être que cela a été délivré au chef de l'État. Donc cela veut dire effectivement qu'il y a un tableau qui se dessine sur le dialogue. Mais j'aimerais également ajouter que le problème, et c'est en cela que le MRC surfe sur les misères des Camerounais, parce que cette jeunesse qui gronde dans la rue, cette jeunesse qui est, j'allais dire, un peu mal à l'aise, est due au problème de chômage. Et il faudrait que ceux qui sont des responsables politiques, ceux qui sont les responsables de ce pays, fassent un plan de recrutement, un plan d'embauche pour les jeunes, parce que la plupart de ceux qui prennent les armes, là, ce sont des chômeurs. La brigade anti-Sardina, ce sont effectivement des Camerounais qui n'ont pas trouvé d'emploi au Cameroun et qui se sont exilés. Je dis exilés parce qu'ils ont trouvé les moyens pour se prendre comme exilés, et donc cette frustration, cette colère amène à ce qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'arroger, puissent se greffer à cette problématique
anglophones pour pouvoir exprimer leur mécontentement. Donc il revient donc à l'État camerounais, il revient effectivement aux hommes politiques de prendre la mesure de la situation et de mettre un problème et de mettre un certain nombre de solutions globales. Parce que dans cette solution de crise anglophone, il y a effectivement les problèmes de chômage, il y a les frustrations des déclassés sociaux qu'il faille résoudre. Et ce n'est pas une affaire du MRC. Pour moi, le MRC, c'est une affaire classée. Maintenant, nous parlons de la paix. Et la nuance que je voudrais mettre, c'est que la branche, les sécessionnistes qui sont en brousse, ce ne sont pas les dirigeants, c'est la branche armée. Ceux qui sont les leaders, ceux qui sont des vrais sécessionnistes sont à l'étranger et ils sont entretenus par les puissances étrangères. Donc, je me réjouis que le haut commissaire des droits de l'homme à l'ONU est venu. Il a disserté avec les hommes politiques. Il a donné un rapport qui demande le cessez-le-feu de part et d'autre. J'espère que l'élite intelligente, pensante des sécessionnistes sera, n'est-ce pas, amenée à faire le dialogue et à entrevoir un processus de paix. Merci Luther Meka. On va dire, vous avez dit un mot pour qu'on avance dans le débat, puisqu'on va parler de préservation de la paix et du rôle du politique, rapidement, non? C'est la dimension géopolitique que M. Luther Meka a apporté à cette affaire qui est très importante. Parce que nous avons des compatriotes installés dans des pays étrangers et qui ont vendu des pans du territoire du Nozo à des entreprises étrangères. Comme ça, une fois que ces entreprises auront financé la guerre et qu'il y aura sécession, elles vont faire même base sur le pétrole et tout ce dont tu parlais. C'est la raison pour laquelle ces leaders installés à l'étranger ne veulent pas l'émergence, n'est-ce pas, de leaders amazoniens locaux avec qui l'État peut discuter. Parce que c'est ça la question, on discute donc avec qui? Ceux qui sont à l'étranger sont tenus par ceux qui les financent. Donc ils ne peuvent pas du jour au lendemain dire que non, le plan qu'on avait prévu depuis le départ, là, on ne veut plus faire ça, parce que ce sont des grandes multinationales qui les financent. Donc ils sont tenus par ces multinationales. Maintenant, il peut donc avoir l'émergence de leaders amazoniens locaux. Mais dès qu'un chef de guerre amazonien veut faire la paix, vous allez vite remarquer qu'on le tue. Ou bien alors, il se met sous la protection de l'armée. S'il ne le fait pas, il est tué. Parce que ces leaders à l'étranger ne veulent pas qu'il y ait de leaders locaux avec qui l'État puisse causer. Donc ils veulent que le débat soit toujours internationalisé pour que ça puisse arriver auprès de leurs parents étrangers qui vont donc imposer un agenda diplomatique au Cameroun. Et ça, nous ne le voulons pas. La situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun nous a donc paru un merveilleux prétexte pour parler de la préservation de la paix, en attendant évidemment d'avoir les contours de ce dialogue annoncé par le Premier ministre et souhaité par tous les Camerounais afin que la stabilité revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Maître Fidèle Djoumessi, sur la question du rôle du politique en temps de crise, je vous la pose à vous parce que votre formation politique est très souvent indexée d'avoir une posture ambiguë sur la question. Quel est le rôle du politique pour préserver la paix dans un pays? Lorsqu'on fait la politique, c'est pour le développement, c'est pour l'épanouissement du peuple, c'est pour le progrès des populations. Aucun homme politique sérieux ne souhaiterait qu'il y ait instabilité, qu'il y ait trouble, qu'il y ait la guerre. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun est né sur cette base-là. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous avons un slogan, le changement dans la paix. Parce que nous voulons le changement dans la paix, nous ne voulons pas de guerre dans notre pays. Mais si le désordre, si le trouble arrive du fait de ceux qui tiennent le pouvoir, comme ce qui se passe dans la zone anglophone, il faut le dire, c'est de leur fait. C'est du fait de ceux qui tiennent le pouvoir que ce qui se passe dans la zone anglophone est arrivé. Parce que, voyez-vous, depuis des années, l'attention a été attirée sur la question anglophone. Que les tenants du pouvoir n'ont pas cru entendre, n'ont pas cru écouter les cris des anglophones, les plaintes des anglophones. Et au fil des ans, c'est-à-dire
pendant des années, ça dit depuis 82, M. Biya, ça fait 37 ans, et qu'il n'a pas... Pourquoi toujours Maître Fidèle non, on doit le dire, parce non, que c'est lui qui tient le pouvoir. Le dit tiendrait à vouloir rappeler aux téléspectateurs quelque chose qui est légal. Non, j'aimerais qu'on reste dans la posture d'un parti politique qui comprend le fonctionnement des institutions. Il soit là depuis 32 ans, la Constitution le lui permet. Ça aussi, il faut pouvoir dire ça aux Camerounais, pour qu'on soit au même niveau, s'il vous plaît, pour qu'on soit au même niveau de compréhension. La Constitution étant la loi fondamentale du pays, il me semble que l'élection présidentielle au Cameroun n'a pas de limitation de mandat depuis 2008, si j'ai une très bonne mémoire. Je voudrais également qu'au-delà vraiment du populisme, qu'on essaye d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Je ne pense pas que le débat soit au niveau de la longévité du pouvoir, qui est d'ailleurs consigné dans la loi fondamentale. Mais restons sur la préservation de la paix. Ma question est simple et fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que politique dans un pays qui se veut un pays de construction? Non, je disais bien tout à l'heure que M. Luther Meka a évoqué la question de la misère des jeunes, le chômage des jeunes. C'est la responsabilité de ceux qui tiennent le pouvoir. C'est de leur responsabilité. Parce que si pendant 37 ans, ils ont travaillé à détruire le tissu économique par la corruption et les détournements massifs, ils doivent être responsables de cette situation. Et ils devraient libérer le plancher. Parce qu'ils ne peuvent plus, le régime RDPC ne peut plus résoudre le problème économique ou social du Cameroun. Non, lorsque j'ai dit ça, je voudrais dire qu'en tant qu'homme politique, nous travaillons pour la paix. L'homme politique, c'est son travail. Et c'est de faire des propositions, des solutions aux problèmes qui se posent. Et au mouvement pour l'instant du Cameroun, nous ne faisons que ça. Lorsque la crise anglophone a déclenché, le professeur Maurice Kamto a proposé que le président de la République constitue une délégation politique pour se rendre dans ces zones, pour rencontrer nos compatriotes, les écouter. Et il a dit que nous sommes africains et que un messager de la paix n'est jamais foutu à la porte. Mais voyez-vous que depuis que cette crise a commencé et que même au sein du RDPC, on a demandé que le président Biya se rende dans cette zone, il ne s'y est pas rendu. Il ne s'y est pas rendu. Et s'il ne s'y rend pas, c'est la preuve qu'il est en incapacité de gouverner le Cameroun. Et peut-être nous en parlerons tout à l'heure avec la délégation de signature. Et nous avons vu pendant la campagne qu'il n'a même pas pu se déplacer pour faire la campagne. Il est allé faire la campagne, il a fait une seule sortie. Ça peut participer ça peut partir de la stratégie. On a 360 communes. Je ne sais pas s'il y a un seul président qui fait le tour du Cameroun en période électorale, mais au moins la réalité c'est que c'est assez... le président. C'est assez... Mais ça participe de la stratégie. Est-ce qu'il devrait même seulement faire le tour du Cameroun en période de campagne? Vous avez vu Paul Biya depuis 37 ans qu'il est là, il a visité combien de départements sur les 58 qui existent? J'aimerais bien voir il en a visité autour Maître Fidèle, je voudrais voir la corrélation avec la pertinence de la question sur la préservation de la paix. Vous parlez du fonctionnement de nos institutions. Non. Vraiment, si on vous disait que les gouverneurs, les préfets et autres sont les représentants du chef de l'État, ils peuvent remonter les informations. Je pense que c'est le chef. La structuration de l'État nous donne des éléments d'information pour indiquer très clairement aux téléspectateurs que le chef a effectivement sur le terrain des personnes qui peuvent remonter l'information. C'est la structuration de l'État. Vraiment, si on refait un débat là-dessus, ce sera un débat qui sera contre-productif. Je voudrais rapidement que Jacques Maboula Bouya nous dise un mot. Évidemment, sur la question de la préservation de la paix, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'est que les Camerounais, ils sont viscéralement attachés. Ce n'est pas le régime de Biya ni celui d'Aïdio qui a amené les Camerounais à comprendre l'urgence et l'importance de la préservation de la paix. Mais sur cette question, est-ce que, et ça c'est une question que je vous pose, Jacques Maboula Bouya, l'opposition fait preuve d'irresponsabilité? Pas l'Alliance républicaine en tout cas. Moi je suis responsable dans mes prises de position. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la paix préventive, il y a la paix curative. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est déjà guérir la paix, le trouble qui existe. La paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi l'inconfort du revenu, la qualité de vie qui se dégrade, les conditions et les infrastructures. Et aujourd'hui, je pense qu'il est utile et important de rappeler à ceux qui nous gouvernent que les Camerounais ne seront en paix que lorsqu'ils auront des emplois sécurisés et bien rémunérés. Il faut vite revoir le salaire des Camerounais et créer une structuration économique, industrielle qui permette à chaque Camerounais de travailler partout où il se trouve sans être obligé de venir à Douala, Yaoundé, Bafoussam. Aujourd'hui, le Cameroun
connaît une importation massive de produits venus d'ailleurs, alors que nous avons des terres fertiles, nous avons une jeunesse dynamique qui ne demande qu'à travailler. Il est important de revenir à une version de la République industrielle et solidaire qui va sécuriser les emplois, qui va créer de la demande, qui va créer des opportunités de travail et faire en sorte que, qu'on soit de Yabassi, de Gebloudouga ou bien de Maltam, qu'il y ait de l'emploi partout. Et ça commence par là. Ça, c'est ce qu'on appelle la dynamique de paix préventive. Et maintenant, pour ce qui est de la paix, le trouble sociopolitique actuel, le politique que je suis, président de l'Alliance républicaine, pense qu'on ne doit pas mettre du pétrole dans du feu parce qu'actuellement, les institutions connaissent de sérieuses difficultés dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans l'extrême nord. Il est important que nous soyons des acteurs de la conciliation et que ceux qui appellent au trouble, à la défiance des institutions, commencent d'abord par montrer des signes de paix. Le premier signe de paix venant d'un parti qui défie les institutions, c'est d'abord s'incliner devant les institutions et reconnaître qu'on a été en tort. On a été en tort de dire que le président n'est pas élu sur des bases fausses et de dire que nous respectons ces institutions et nous repartons pour un débat démocratique qui s'appelle « Former et éduquer le peuple pour le changement véritable ». Et mon regard, vous le savez très bien, je l'adresse au MRC. Parce que cette posture est belligène, cette posture est insurrectionnelle et elle risque de nous amener dans un deuxième front qui va être suicidaire pour le Cameroun. Maintenant, en temps de paix, ce que moi je voudrais dire aux institutions internationales et aux organismes internationaux et nos partenaires, c'est de désamorcer ces donneurs d'ordre de guerre qui sont tapis dans leur pays. On ne peut pas venir dire que le Cameroun torture et fait ceci pendant qu'il y a des gens qui sur Internet appellent à la mort et qui sont basés dans des pays bien connus, clairement identifiés. Les amis devraient faire en sorte que ces hommes-là soient carrément neutralisés parce que la violence qu'on connaît au nord-ouest et au sud-ouest vient bel et bien des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, etc. Nos amis devraient nous y accompagner pour que cette guerre cesse le plus rapidement possible. Et le dernier point, c'est appeler le chef de l'État à beaucoup de tempérance parce qu'aujourd'hui, ce sont ces enfants qui sont en train de tomber, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, ce sont ces enfants qui sont en train de tomber et de faire en sorte que, rapidement, une force d'interposition aille sur ce théâtre d'opération, récupérer les armes qui sont en divagation pour que, rapidement, la paix s'installe. Et tous les hommes politiques aient cette mission. Nous devons parler de la même voix, dire de manière en cœur que le Cameroun n'a besoin d'une seule chose pour redécoller. C'est sa paix pour optimiser ses recettes fiscalo-douanières. C'est sa paix pour relancer des activités, des projets qui vont créer de l'emploi. C'est sa paix pour faire en sorte que le Cameroun redevienne une nation où il fait bon vivre, où anglophones, francophones parlent comme à Solé, à Yabassi, parce qu'à Solé, à Yabassi, vous avez une forte communauté anglophone qui est installée et qui a des terres qui produisent bananes, plantains, arachides, sans clivage ni discrimination. Je voudrais que le Cameroun redevienne à l'image de la ville de Solé, qui a accueilli une grande masse d'anglophones qui aujourd'hui sont de bons producteurs là-bas et qui n'ont aucun problème d'intégration et qui vivent pacifiquement. Et je ne pense pas que c'est dans des appels à la violence, c'est d'appel à la défiance des institutions qu'on va refaire la paix. Bien au contraire, on va embraser ce pays qui nous est tous cher. Et je voudrais que le MRC commence par nous donner son premier signe de paix en mettant un terme aux marches blanches. Ils vont certainement le faire dans le terme de cette émission. André Luther Mika, sur la question de la préservation de la paix, le RDPC, vous avez les leviers du pouvoir et tout à l'heure, Jacques Maboula-Boya semblait dire quelque chose d'assez pertinent et vous l'évoquiez dans votre analyse dès l'entame de cette émission. La question du chômage est finalement un élément sur lequel servent certains leaders politiques pour instrumentaliser la jeunesse qui n'a rien à faire et qui est très peu au courant de la gestion et du fonctionnement de notre pays. Est-ce que sur cette question, le RDPC a pris conscience de l'enjeu du chômage? Bien sûr. Je ne voudrais pas revenir sur toutes les mesures que le président Biya a pris. Je voudrais quand même vous rappeler que c'est le président Biya qui avait décidé de recruter 35 000 Camerounais. Et je me rappelle à cette époque encore que certains opposants disaient que cela est financièrement impossible
mais cela a été possible. Et vous constaterez que sur le plan universitaire, il y a 2000 doctorats, ceux qui ont des thèses de doctorat qui sont en train d'être recrutés. Et il y a, n'est-ce pas, des concours sur l'intégration des jeunes. Mais ce n'est pas suffisant, mais il faudrait que davantage l'État travaille par rapport, n'est-ce pas, à ce domaine-là. Il y a également des frustrations qui sont tout à fait objectives, parce que vous allez constater effectivement que les salaires ne sont pas les mêmes. Il y a des Camerounais qui gagnent près de 10 millions, 20 millions, d'autres gagnent 400, 300 000, ou un professeur d'université gagne 400 000. Ce sont des différences effectivement qui créent, n'est-ce pas, un certain nombre de remous et qu'il faudrait harmoniser. Lorsque vous voyez un professeur de lycée qui touche 100 francs, 200 francs, 500 francs de primes, et qu'un autre Camerounais a 500 000 de primes, un autre Camerounais 1 million de primes, 2 millions de primes, ça fait véritablement problème. Bon, au-delà de ces problèmes objectifs que le Cameroun connaît, je crois que les politiques ont échoué dans la préservation de la paix au Cameroun. Je parle des politiques, pourquoi? Parce que les hommes politiques qui sont leaders des partis politiques doivent être des hommes d'État. On n'est pas seulement un homme d'État parce qu'on est dans le gouvernement, on est un homme d'État parce qu'on respecte un certain nombre de principes de la patrie. Les hommes politiques doivent avoir un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est ne pas transiger sur la souveraineté de l'État, ne pas transiger sur l'intégrité nationale. Je regarde avec beaucoup d'émotion des leaders politiques, pour ne pas dire un leader politique, qui est en train de s'aborder, n'est-ce pas, la souveraineté d'État. Quand des instances internationales, qui sont des prédateurs des ressources, qui sont effectivement des instances hégémoniques sur le plan, n'est-ce pas, de la géostratégie des ressources naturelles, revendiquent à corps et à cri à chaque fois un leader, pour moi ça me cause un problème qui suis un Africain. Pour moi ça me cause un problème quand je suis un Camerounais, parce qu'effectivement, un problème camerounais doit être camerounais et doit se résoudre au Camerounais. Et nous ne devons pas accepter l'invasion étrangère pour pouvoir arranger nos problèmes. Pour moi, c'est ce leader qui, de chaque fois, est en train d'ouvrir la porte, n'est-ce pas, aux étrangers, à ceux que je pense qui ne viennent pas pour aider le Cameroun, mais qui viennent en tant que commerçants, en tant qu'opérateurs économiques, en tant que prédateurs. Moi, ça me cause un problème. Un homme d'État ne doit pas transiger sur l'ethnie. Il doit être multiculturel. Quand je dis transiger sur l'ethnie, c'est-à-dire qu'il ne doit pas stigmatiser l'ethnie. Il ne doit pas prendre l'ethnie comme une source mercantile politique de positionnement politique. Et je reviens encore pour dire qu'il y a un leader politique qui serve intensément sur l'ethnie. Et donc, un certain nombre de branches, la branche cybernétique, la branche parolière, toutes des branches stigmatisent l'ethnie. Pour moi, ça me fait un problème. Nous, au RDPC, vous allez le constater, que le parti est essentiellement représentatif sur le plan sociologique. Et vous allez constater que les élus du RDPC dans les régions sont effectivement les natifs de ces régions. Et vous allez constater que le président Paul Biya prône le multiculturalisme. Il a dit chaque Camerounais doit se sentir partout chez lui. Et lorsqu'un homme d'État, devant le Conseil constitutionnel, dit qu'il veut passer un concours pour être boulou, pour moi, ça me cause un problème. Et c'est pour ça que je dis que je pars de ces éléments pour dire qu'un parti politique doit promouvoir le vivre ensemble. J'ai pas fini parce que j'ai envie de parler aux Camerounais. J'ai envie de parler aux Camerounais. Je n'ai pas envie de parler. J'ai envie de parler aux Camerounais parce que je me dis qu'il est important. Il faut supporter la démocratie. Il faut supporter la démocratie. Il est important que nous puissions dire devant les Camerounais que vous avez eu l'opportunité de parler, M. Idel Djoubissi. Cette impartialité, j'ai du mal à comprendre votre posture. Vous avez l'opportunité de me donner le nom les panélistes. Vous avez donné et vous n'avez même pas respecté. Lesquels? Vous prenez les gens du RDPC pour venir. Écoutez, Jacques Maboula Bouya, vous savez de quelle chapelle il est. Si vous avez des divergences d'opinion, cela ne veut forcément pas dire qu'il épouse la philosophie d'une chapelle politique, mais également c'est votre responsabilité. Moi, je suis très surpris d'accepter de venir au pas. Je vais finir sur cette question pour indiquer que je crois qu'il existe au sein de la classe politique ce qu'on peut appeler des convergences de vues, et je crois que ça s'est vu ailleurs. Si autour de ce plateau, sur la question de la préservation de la paix, on peut me taxer d'avoir été partial dans le choix des invités,
libre à vous de venir à ces programmes. Je vais rapidement évacuer quelques SMS des téléspectateurs. Bonjour, cher LTMIS. Bonjour, chers compatriotes de LTM. Je suis M. Mongan depuis New Bell. Seul le départ de Paul Biya peut apporter la stabilité, dit-il, au Cameroun. La suite du message, mon cher Mongan, je vais pas le rendre public. Et vous savez également quelle est la méthode la plus idoine pour enlever un chef d'État, c'est aller voter pour la chapelle politique qui vous convient. On est dans un État démocratique, on fera également de la pédagogie désormais. Salut à vous le panel. Dites à M. Luther Meka de ne pas parler de lui. Et au nom de toute la jeunesse du RDPC, qu'est-ce qu'il a dit? Il a passé tout le temps à nous faire croire qu'il y a une vraie opposition aujourd'hui. Ils sont en face d'un opposant. Il parle de l'insurrection. Je ne pense pas que les Gilets jaunes en France ne sont pas des républicains. Je vais évacuer également notre SMS. Maître Ndjoumbissi, arrêtez de parler de Paul Biya, mais ce que vous pensez de la préservation de la paix, faites des propositions concrètes. Je vais évacuer un autre SMS qui me semble assez long. La quasi-totalité des juges camerounais sont du RDPC. Ceux qui ne le sont pas doivent leur emploi et leur carrière professionnelle au RDPC. Par conséquent, pour conserver leurs emplois et une bonne carrière dans un pays où environ 80% des formés du supérieur sont au chômage. Et pour ceux qui travaillent, 95% sont dans l'informel. Conséquence, tous les juges sont d'une manière à l'autre à la solde du pouvoir. J'en reçois tellement. Merci de votre fidélité. Bonjour LTM, Maître Ndjoumbissi a raison pour préserver la paix. Le président doit vraiment... Allez, je vous ai indiqué le code de conduite. J'aimerais qu'on avance rapidement dans cette émission ce dimanche pour évoquer rapidement la question de la délégation des signatures. Et évidemment, cette semaine encore, vous allez réagir cette semaine encore. La presse est largement revenue sur le décret du président de la République, Paul Biya, en date du 5 février, qui conférait à Ferdinand Ngongor, l'actuel ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, quelques prérogatives au sujet de la fameuse délégation permanente de signature. Je vais peut-être commencer par vous, Jacques Bouémé, vous qui êtes juriste. Est-ce que cette démarche est conforme à la Constitution? Merci. Je veux d'abord dire une phrase très rapidement. Quelqu'un a dit sur un plateau de télévision une fois que les francophones aillent chez eux en France et que les anglophones aillent chez eux en Angleterre. Ici, nous sommes tous Camerounais et nous voulons la paix, uniquement la paix. Quand j'ai fini de le dire, je vais aussi préciser par rapport à cette délégation de signature, oui, pas de pouvoir, parce que certains font la confusion. C'est tout à fait légal et c'est même une pratique qui est ancrée au niveau de la haute administration. Ce n'est pas avec M. Ferdinand Ngongor, ministre d'État, qu'on constate cela, déjà avec M. Samuel Lebois à l'époque, et puis avec M. Marafat, M. Joseph Ouna, M. Amadou Ali, M. Laurent Esso, il y a eu ce genre, il y a eu ce genre de délégation de signature. Donc, c'est ceux qui ont voulu faire gonfler la patte, eh bien, se sont très vite rendus compte lorsqu'on a sorti ces dossiers d'archives que c'était un coup politique qui a échoué. On a voulu amplifier. Ça ne sert absolument à rien. D'autres ont voulu aussi voir par là une sorte de manifestation d'un hypothétique pouvoir informel de Madame la Présidente, de Madame Chantal Biya, disant que non. La Première Dame, la Première Dame, je veux dire. Donc, il faut rappeler à toute fin utile que les nominations ou bien alors l'octroi de ce genre de pouvoir relève de la discrétion du président de la République. Donc, c'est un acte discrétionnaire. Il n'a pas à demander conseil à un homme politique avant de prendre ce genre de décision. Il peut même écouter même ses conseillers, mais à la fin prendre quand même la décision que lui il veut. D'autres ont voulu rapidement, d'autres ont voulu voir aussi par là une sorte de conflit de réseau, n'est-ce pas, au sein de la haute administration par rapport à
une éventuelle succession à venir de monsieur, monsieur le président. Et bon, d'aucuns disent que cette délégation veut par là dire que le président a déjà choisi son dauphin constitutionnel. Mais je tiens à rappeler simplement que pour être président au Cameroun, les conditions sont définies bien par la Constitution. En aide Congo, le président sortant Kabila a choisi Chadari. Mais à la fin, c'est le peuple qui a choisi son président. Donc il n'y a pas lieu pour ma part de faire gonfler la patte parce qu'en réalité, il n'y a rien à se passer. Maître Fidèle Djoumbi, sur la question de la délégation permanente des signatures, on fait remarquer aux téléspectateurs que notre petite enquête nous a permis de constater que c'est finalement une pratique qui est courante. Sous le régime Ahidjo, eh bien, on a observé que plusieurs secrétaires généraux ont bénéficié de cette prérogative-là. Mais au regard du bel âge du président de la République, Paul Biya, cela semble poser quelques questionnements au sein des formations politiques. Vous êtes au sein du MRC visiblement inquiet par cette délégation de signatures. Oui, avant de répondre, je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des téléspectateurs qui nous suivent. Lorsqu'ils ont écouté Luther Meka laisser croire que c'est le professeur Maurice Kamto qui fait venir la communauté internationale au Cameroun. Il faut dire que c'est le régime Biya qui fait venir la communauté internationale par la violation des droits, parce qu'il s'agit des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme font partie du patrimoine national, du patrimoine international, du patrimoine universel. Et lorsque les dispositions des droits de l'homme sont violées, la communauté internationale s'y mêle. Non, si le régime RDPC ne voulait pas que la communauté internationale s'immisce dans nos affaires, il devrait bien respecter les droits de l'homme, parce qu'il s'est agi d'une affaire où on amène les civils devant le tribunal militaire alors que tous les accords et traités internationaux proscrivent cela, interdisent qu'on traîne les civils devant le tribunal militaire. Et il s'est agi également d'arrestations et de détentions illégales, et que les accords et les conventions internationaux condamnent. Et c'est ça qui a fait que la communauté internationale s'intéresse au Cameroun. C'est pas le professeur Kamto. Et donc, s'agissant du tribalisme, c'est ceux qui nous gouvernent qui, pendant 37 ans, utilisent et instrumentalisent le tribalisme pour se maintenir au pouvoir en divisant et en opposant les Camerounais. Si le professeur Kamto a parlé d'un concours pour devenir Boulou, c'est effectivement parce qu'il a constaté que ceux-là, ils pensent que, et ils continuent à penser que le pouvoir au Cameroun, c'est leur propriété. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'un Bamileke ne devrait pas être président de la République. Donc le tribalisme, c'est de leur côté. Ils veulent nous faire porter l'état qu'ils ont. Le MRC, c'est pas du tribalisme. À regarder seulement la composition de... Vous l'aviez rappelé, c'est un parti républicain. Et ici, sur ce plateau, je voudrais dire au même Maboula qu'il doit s'occuper de son parti et laisser le mouvement pour la naissance du Cameroun tranquille, parce que le mouvement pour la naissance du Cameroun travaille pour la paix dans le Cameroun, travaille pour le progrès, pour la cohésion sociale, pour l'harmonie entre les Camerounais. Et nous avons eu un programme acceptable, un programme crédible à l'occasion de l'élection présidentielle. Et je pense que le maire Maboula doit s'occuper de son parti qui est devenu peut-être un fonds de commerce pour lui. Au mouvement pour la naissance du Cameroun, nous ne sommes pas là pour créer des comptoirs commerciaux, nous ne sommes pas là pour les petits arrangements, nous sommes là pour le changement au Cameroun. Lorsque j'aurais dit ça... Sur la délégation de signatures, je rappelle simplement deux constats pour vous faire constater avant que vous réagissiez. Dans la Constitution... S'il vous plaît, une seconde. En 2011, le secrétaire... général à la présidence de la République avait déjà bénéficié de cette fameuse délégation permanente de signature, comme ce fut le cas le 5 février dernier, dont le document a été rendu public. Pourquoi ça fait tant problème? Oui, ça fait problème aujourd'hui parce que on parle de délégation permanente. Ce qui fait problème, c'est l'adjectif permanent. C'est ça qui fait problème. Alors que, et il faut rappeler, je voudrais dire ça à l'attention de M. Dr Boumi, qui est juriste. Tout à fait. Qui a dit qu'il y a une distinction entre délégation de signature et délégation de pouvoir. Non, il n'y a pas de distinction. Dans la Constitution, on parle de délégation de pouvoir. Et lorsqu'on parle de délégation de pouvoir, c'est la signature. Parce que lorsque nous avons étudié les actes administratifs, parce que le pouvoir s'exerce à travers des décisions. Ce n'est pas les décisions que le pouvoir s'exerce. Et lorsqu'on parle d'une décision, d'un acte administratif qui
comporte une décision, on voit des éléments, ce qu'on appelle les éléments substantiels et les éléments non substantiels. Dans les éléments substantiels, il y a le visa et il y a la signature et l'auteur de l'acte. Lorsqu'on transfère la signature, cela emporte transfert de pouvoir. Et ce qui gêne dans cette affaire, c'est la délégation permanente, l'adjectif permanent. C'est-à-dire que le secrétaire général a vu des prérogatives qui sont réservées au président de la République de façon permanente. Et cela cache mal l'incapacité de M. Biya à continuer à gouverner. Si cela se fait depuis 2011, alors que depuis 2011, on l'a Non, soit idiot, ça se faisait déjà. Hein, ça se faisait déjà oui. Avec Samuel Ebois, son secrétaire général. Marafa a eu les mêmes prérogatives. Le cas le plus visible a été rendu public. La Constitution parle de délégation temporaire. Donc l'objectif, oui, c'est la délégation temporaire. L'objectif permanent temporaire est spécial. Parce que lorsqu'il y a délégation de pouvoir, on doit indiquer l'objet sur lequel elle porte. Quand il y a délégation générale, ça veut dire qu'on a abandonné le pouvoir et cela démontre que le titulaire est dans l'incapacité d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Un mot sur la question, rapidement, oui, Jacques Maboula Boya. Simplement que la délégation de pouvoir est une marque de confiance, mais aussi de responsabilité. Et en administration, c'est courant. Mais non, les sous-entendus de toute cette délégation, instrumentalisés à d'autres fins, honnêtement, je me demande si dans leur propre cabinet, dans leurs propres entreprises, il ne leur arrive pas de déléguer des pouvoirs. Et je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Ça marque, c'est révélateur d'un niveau d'ignorance, de prise décisionnelle et de confiance au sein de la République. Le président Paul Biya ne sait pas en quelques années qu'il va abuser des Camerounais, puisqu'il a déjà exercé depuis plus de 37 ans, comme ils aiment bien à le dire. Et aujourd'hui, qu'il fasse confiance à un haut commis de l'État, je trouve tout à fait normal qu'il le fasse, parce que il veut démontrer par là que les institutions sont au-dessus de la personne physique d'un Camerounais appelé, qu'il soit appelé Paul Biya ou Maurice Kamto, je sais trop quoi. Les institutions doivent continuer de fonctionner avant et après tout Camerounais, quel qu'il soit. Ceci dit, je me permettrai également de dire, je ne m'occupe pas d'un parti politique à Maître Diomusli, parce qu'en réalité, cette amnésie de la victoire du MRC, qui est la résultante du soutien d'une plateforme que j'ai dirigée, a eu mon accord. Mon accord. Et quand vous avez l'accord d'un président de plateforme pour soutenir votre candidat, et que vous arrivez sur un plateau de télévision, vous dites, occupez-vous de votre parti, ça veut dire que vous n'avez même pas conscience de ce qu'on appelle la stratégie de victoire. Et cette ignorance, immaturité et inconséquence de ce qu'il vient de dire me montre qu'il ne méritait même pas que nous les soutenions à cette époque-là. Parce que je suis l'acteur et l'artisan de la plateforme pour la Nouvelle République. Et j'ai été à la prise de décision du soutien du MRC. Et qu'aujourd'hui, le MRC pense que se gargariser sur les plateaux de télévision, c'était l'effort personnel de leur parti. Je suis fondamentalement déçu. Parce que nous avons travaillé dur pour arriver à ce résultat. Et aujourd'hui, je peux leur dire une chose. J'aurai à reprendre cette décision, je ne la referai plus. Pour la simple raison que il n'y a aucun parti d'opposition qui peut tenir face au RDPC sans la coalition des autres partis. Cet ego démesuré du MRC aujourd'hui m'amène à croire que nous avons porté un monstre au devant de la scène politique et que demain, on ne devrait plus le faire. La coalition pour la Nouvelle République du Cameroun uni et indivisible, dont je pense mettre en place, saura se passer de partis politiques qui pensent être les maîtres du jeu politique. Luther Meka, la réalisation nous a fait quelques grands signes pour nous indiquer que nous amorcions les quelques dernières minutes accordées à ce programme ce dimanche.
Sur la délégation permanente de signature, évidemment, la posture du MRC est connue, suspicion de vacances. Cette délégation trahit l'incompétence du président à pouvoir conduire les affaires de l'État. Je rappelle simplement que c'est une tradition perpétuelle qui a été observée depuis le régime Maïdio, avec plusieurs ministres qui ont bénéficié, dit-on, de cette délégation de signature. Samuel Lebois, Marafa Amidou Yaya, le ministre Ali. On parle également de Titus Edzwa, qui est le cas le plus connu des Camerounais. Il y a Ferdinand Ngongo qui arrive. Il y a le ministre Laurent Isso qui lui également avait bénéficié de cette confiance du président de la République à travers cette délégation permanente de signature. Est-ce qu'on regarde ces multiples décrets de ces personnalités qui se sont succédés dans les deux régimes et qui bénéficiaient de cette confiance? C'est un faux débat. Disons que je suis diplômé de l'école normale, l'école normale supérieure d'enseignement technique, en technique administrative. Et je suis très surpris et très gêné. Vous pouvez constater comment je suis gêné qu'un éminent juriste comme Maître Numbisi ne puisse pas faire la différence qu'il y a entre la délégation de pouvoir et la délégation de signature. Dans la délégation de pouvoir, il y a transfert de pouvoir total à un collaborateur. Dans la délégation de signature, il y a transfert de signature sans qu'on ne soit dessaisi du pouvoir. Et quand on parle de transfert de signature, ça veut dire qu'il y a la mention « me rendre compte ». Et il y a une circulaire qui accompagne, n'est-ce pas, l'encadrement de cette délégation de signature. À quoi sert la délégation de signature? Monsieur le maire l'a dit, c'est une marque de confiance. Mais pas seulement une marque de confiance, c'est une sollicitation de décisions de proximité. Cela permet en sorte que la décision se rapproche des administrés. Parce qu'il devient inconvénient que à chaque fois que vous devez signer un dossier qui revient de votre compétence, que vous en référez toujours au président de la République. Et je pense que le président de la République, qui connaît ce que c'est que l'administration, qui connaît ce que c'est que la délégation de pouvoir, a permis à ses collaborateurs d'avoir des marges de manœuvre dans leurs compétences spécifiques. Merci Luther Meka d'être venu ce dimanche. Malheureusement, on ne va pas aller plus loin dans ce débat. Merci à tous d'être venus. Je remercie André Luther Meka qui est venu pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci Dr Jean Bouémé qui était juriste. Merci d'être venu. Je remercie infiniment Maître Fidèle Ndjoumbisi qui était là pour le compte du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et puis je vais remercier également le président de l'Alliance républicaine, Jacques Maboula Bouya, qui nous a rejoint ce dimanche. On espère vous avoir suffisamment édifié. Un seul mot au terme de cette émission: préservons la paix dans notre pays. Ça nous est cher. Au revoir.